Bien, bonjour à tous à nouveau. Nous poursuivons la vidéo précédente avec le prologue historique sur la loi des nombres. Donc par exemple, un raisonnement classique est de raisonner par les nombres. Les nombres, il est vrai que Candide en a souffert dans sa formation, les nombres ne sont pas toujours ses amis, au contraire des idées et des concepts. Mais il admire certains traités sur les mathématiques. Ça n'empêche pas d'apprécier comme il peut cette science. Mais le nombre mérite bien de passer au crible de l'idée. Donc un jour, l'homme a inventé le chiffre, sans doute pour compter son profit, lequel était grand. Le commerce étant la clé de bien des civilisations depuis la plus haute antiquité, à commencer par la Crète, le chiffre et le nombre sont donc anciens. Certains disent que c'est la révolution de 1789 qui a introduit le nombre, la quantité, là où il n'y avait que la qualité. C'est Jean-Balthazar Malard, vicomte de la Varande, grand écrivain normand. Candide n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est une opinion qui mérite d'être citée. Ce dont il est sûr, c'est que dès la fin du XIXe siècle, il y a eu une explosion des sciences et des techniques. Qu'à la fin du XXe, les nouvelles technologies ont renforcé les capacités de calcul. Qu'en France notamment, les disciplines fondées sur les statistiques et les nombres se sont accrues. Et qu'on prétend tirer des lois des chiffres. Que le vieil esprit corporatif français a renforcé ceci par la naissance de professions qui exploitent à merveille leurs produits. À merveille. Cette manie des chiffres va loin. Candide avait rencontré des forestiers qui lui disaient que nos voisins germains s'étonnaient qu'on mette tant de mathématiques dans l'étude de nos arbres. Il est vrai qu'un manuel de sylviculture incorpore bien des équations. Pourtant, les arbres poussent sans arithmétique. Et dans la nature, même s'il y a une certaine place pour la géométrie, la vie ne calcule pas par arithmétique. Et l'on a fait jadis pousser de belles forêts sans les mathématiques, voire les exemples classiques de Tronchet. Candide se demande alors si le nombre compétent pour compter la matière, l'argent, les stères de bois, ne perd pas son utilité quand on l'applique à l'homme. Il a bien été dit que l'homme ne se résumait pas à une équation. Mais quand l'homme est nombreux, le nombre, le chiffre peuvent-ils être encore compétents? C'est là une question fondamentale, d'autant plus qu'en pratique, depuis de nombreuses décennies, on s'est mis à compter en chiffres, fût-ce en économie ou en statistique, ou autre encore. Bref, le nombre est-il compétent pour la foule des hommes? Application maintenant aux retraites. En matière de retraite, on ne parle que chiffres. On raisonne en nombre. Par exemple, il y a peu d'actifs qui travaillent et trop d'inactifs, les jeunes, les retraités. Et les propos sont savants pour continuer dans les nombres, à faire des statistiques, des calculs, des extrapolations, des discours sans fin. Pourtant, et puisque d'après Montesquieu il ne faut pas être savant, Candide déploie son bon sens, ou si l'on veut son esprit critique. Et voici ce qu'il trouve. On lui a appris à l'école publique qu'au XIXe siècle, en Europe, notamment l'industrialisation, avait sinon commencé, du moins s'était bien développé, le train, l'avion, la voiture, le bateau à vapeur, etc. Corrélativement pour la France, c'était l'époque de la Commune de Paris,
des anarchistes aux marmites explosives, des marmites remplies de clous et de ferraille qui explosaient, des penseurs comme Proudhon, sans compter Émile Zola et sa description de la classe ouvrière. Plus largement, c'était l'époque du jeune Karl Marx et de la naissance des idées qui continuent à ravager le monde. Et Candide ne rentre pas dans le débat de savoir si les idées de Marx ont été détournées. C'est une autre question. Mais bref, conclusion, l'industrie n'est pas un fait nouveau. Or, tout le monde sait qu'avec l'industrialisation et les machines, on produit bien plus avec moins de gens. Et l'agriculture est aussi là pour en témoigner avec ses plaies. Et les débats ne manquent pas sur la robotisation et la fin de l'emploi. Sur le terrain miné de la guerre, on sait bien que les guerres anciennes reposaient sur le nombre de soldats et qu'aujourd'hui il n'en est plus de même. Il est très loin le temps où Persépolis garantissait à la Grèce de ne pas entretenir une armée en moins d'une journée de marche du territoire grec. C'était en 448 avant Jésus-Christ, c'est ce qui a ouvert le siècle dit de Périclès. Aujourd'hui d'ailleurs, le drone permet de se passer de l'homme. La machine remplace l'homme. À ce point de la pensée, Candide se tourne vers une science qui depuis longtemps lui paraît plus vitale que n'importe quelle calculette, l'histoire. Laquelle science lui hurle aux oreilles que très tôt on a vu des civilisations basées sur l'esclavage. Et les révoltes de l'esclave ont été fréquentes au cours des temps, ne fût-ce qu'à Rome. Il suffit de penser à Spartacus, voir les grands films américains, les péplums, de la MGEM. Déjà, la Rome antique a connu bien des révoltes, des esclaves contre les patriciens, de ceux qui n'avaient rien contre ceux qui avaient tout et qui avaient même les esclaves, puisque l'esclave était une chose. Et qu'il en est de même depuis Spartacus, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. On a fait part plus haut d'un raisonnement classique. Il y a peu d'actifs qui travaillent et trop d'inactifs. Si Candide prend sa marmite, il met les jeunes et les vieux, les actifs et les inactifs, l'industrialisation et tutti quanti, et saupoudre avec sa sauce Spartacus. Voici ce que ce brouet donne. Oui, il faut bien mélanger toutes ces idées pour penser. Il y trouve des vérités qui sont les suivantes. 1. Le problème du partage des richesses est connu depuis l'aube des temps. Ça oui, c'est certain. 2. Il perdure de nos jours. Et la mondialisation des quelques 10 dernières années a accru considérablement la concentration des richesses entre les mains de très peu de personnes, à un point jamais rencontré dans l'histoire. Candide ne va pas citer de chiffres, mais pour les amateurs, ils vont trouver sur le site de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, toutes les études du genre que X pourcentage d'hommes possèdent X% du PIB mondial, du jamais vu. Bon, le classique, c'était en 2016, l'OCDE, avec 1% de la population de la planète qui possède 50% des richesses de celle-ci. 1%, 50%, en 2016. Oui, ça fait du bien d'avoir une marmite de temps à autre à mettre toutes les idées à macérer. Et il faut de la macération, il faut du temps pour penser. Le livre est excellent pour ça. On prend son temps. 3. Des raisonnements basés sur des chiffres d'actifs et d'inactifs, c'est-à-dire de personnes humaines, occultent totalement la machine, qu'elle soit mécanique ou numérique. Idée 4. Qu'il s'agit donc de raisonnements malhonnêtes, destinés à tromper aussi longtemps qu'ils durent.
5. Que le problème reste le même depuis Spartacus. Et comme on dirait, c'est un problème politique. Candide pense donc que le chiffre, le nombre, etc. permettent de masquer le problème éternel de la lutte entre les riches et les pauvres. Candide pense que, comme souvent de nos jours, on ment au peuple. Il y a longtemps, on le tuait, ou on l'envoyait aux galères ou aux mines. Maintenant, on lui ment, et le peuple galère, si on peut dire. Parfois, il rumine, parfois, il se révolte, parfois, il fait des révolutions. Le fait étant fréquent en France, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle. Toutefois, on ne fait pas une révolution contre une république en France, sauf une exception. La révolution de 1848, à laquelle un neveu de l'homme a coupé la tête, Napoléon III, pour l'empêcher de trop penser. Il y avait de grands esprits, Chateaubriand notamment, entre autres. Je rappelle que le 2 décembre 1851, il neigeait ce jour-là. Napoléon III faisait son coup d'État, suivant sa remarque habile. Il n'était sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit. Sujet de réflexion. Tout ce tumulte de l'histoire, tous ces mensonges accumulés au cours des temps, font que Candide décide de s'attaquer à une deuxième idée, le mensonge. Là, il est à son aise depuis longtemps avec sa modeste image de l'âne vert. 233, des mensonges et de l'âne vert. Candide pense que la vérité existe. Et le mensonge aussi. Aussi. L'exemple précédent de l'industrialisation, appliqué aux retraites, le montre. Il a assisté à des discussions ou lu des articles dans lesquels les mensonges s'étalent sous de belles apparences qui font croire que le mensonge est vrai. Il a pris l'habitude de nommer cela l'âne vert, car cette expression inventée l'amuse. Et puis elle amuse aussi les autres personnes. L'âne vert. L'homme est culturellement porté à croire celui qui l'écoute, surtout si celui-ci est administrativement désigné pour lui répondre. Si c'est quelqu'un qui dirige. Dès lors qu'on le concept présenté est nouveau, les personnes qui écoutent le discours que fait Candide sur l'âne vert l'écoutent comme une vérité. Et quand Candide affirme au détour coloré de la phrase que c'est un mensonge, tout le monde éclate de rire ou de sourire, surpris d'avoir été berné, car l'esprit critique fait souvent défaut. Oui, ça c'est une vérité, ce comportement sociétal que Candide a maintes fois vérifié au cours de sa carrière d'enseignant. Certains objecteront que l'âne vert n'est qu'une fable, que leur haute formation et leur savoir leur permet de tout comprendre. Candide leur répond, avec Montesquieu, que même les plus hauts esprits n'ont pu éviter les grandes crises financières. Oui. Les plus brillants économistes n'ont jamais pu prévoir même l'inflation, a fortiori les crises financières, ou même prévoir une épidémie, sans parler qu'une simple feuille est hors de portée de la science humaine, la feuille de l'arbre. Oui, il vaut mieux rester modeste. 234 maintenant, de l'audace. Candide appelle ensuite l'audace la rescousse. Un grand révolutionnaire des années 1789-90, Danton, 92-93, a dit quelque chose comme
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la République est sauvée. Eh bien, il suffit de le répéter. En tout, il faut de l'audace, y compris dans la pensée. Les Romains disaient aussi audacious fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux. C'est élégant et c'est joli, et c'est concis. Tant mieux. Candide peut donc achever ces questions de méthode humaine. Et faire sa proposition en 235 à penser. Candide pense que tout ce qu'il écrit est une proposition qui doit vous être soumise. La pensée est au service de tous. Maintenant, il va faire un petit jeu de mots. Il fait observer qu'on dit habituellement le feu des critiques. Il préfère l'expression qu'il invente, le jeu des critiques. Une simple lettre, et c'est plus amusant. Car il partage l'opinion du poète François Villon, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Il rêve donc à une fraternité républicaine. Et par ailleurs, il sait bien, suivant la formule du tribun Mirabeau de la Révolution, que la France est hérissée de privilèges, et que ce sont toujours ces privilèges qui dresseront des obstacles aux présentes idées. Comme toujours, comme en 89, mais quand même, 89 est passé. Comme dans toutes les révolutions qui ont succédé. Voilà. Et qui ne sont pas passées pour la plupart. Notamment la Commune de Paris. Voici pour ce prologue. Ce coup-ci, nous en avons fini avec ce montage sur le prologue, qui a peut-être été un peu long, mais qui explique des fondements dignes de Montesquieu, et avec le sourire de Candide et de Voltaire. Nous vous disons donc un petit à bientôt, pour une autre fois, pour la poursuite de ce livre bleu, après la promenade et le prologue. Je vous dis personnellement, au nom de Candide, au revoir, pour la poursuite de cette visite du livre bleu.